On les aime ou on les déteste, nos têtes couronnées font l'objet d'intenses spéculations. Avec la reine Béatrix qui abdique aux Pays-Bas, les scandales de corruption en Espagne et un futur bébé royal en Grande-Bretagne, elles alimentent toutes les conversations. Pour contribuer au débat et répondre à vos questions, notre invité, le biographe britannique Andrew Morton, qui est l'un des plus célèbres spécialistes des familles royales. Nous sommes en liaison avec lui depuis l'Espagne où il assure actuellement la promotion de son nouveau livre sur la monarchie espagnole. Andrew, merci beaucoup d'être avec nous. Passons à notre première question. Elle nous vient de France. Oui, bonjour, je m'appelle Christine, je viens de France. Oui, quant à l'abdication des monarques, je me pose toujours la question de savoir quel est le bon moment pour un monarque d'abdiquer par rapport à la situation du pays et surtout par rapport à sa situation personnelle. Quelles pensées, quels scrupules, quels sont les principes qu'il se pose. Merci. Excellente question parce que d'un côté on a la reine Béatrix aux Pays-Bas dont la popularité est à son maximum et de l'autre le roi Juan Carlos en Espagne dont la cote est au plus bas et lui il n'envisage pas d'abdiquer, du moins pour l'instant. Juan Carlos devrait-il suivre l'exemple de la reine Béatrix? Le problème est le suivant. En Europe, l'abdication a toujours été un gros mot. Depuis celle d'Édouard VIII, le duc de Windsor, en 1936 en Grande-Bretagne, qui a causé une crise constitutionnelle. Mais je pense que la reine Béatrix a montré le chemin. C'est une décision progressiste, moderne, et ça montre qu'un roi ou une reine ne doit pas forcément conserver son trône à vie et peut passer la main à une autre génération. Mais parlons d'image. Rappelons que la reine Béatrix a fait énormément pour améliorer son image. Il faut se souvenir que des manifestants ont lancé des bombes fumigènes lors de son mariage, notamment parce qu'elle épousait un homme qui avait fait partie des jeunesses hitlériennes. Comment a-t-elle réussi à redorer son image ? Eh bien, je pense que le grand mérite de la reine Béatrix, c'est d'avoir montré qu'on peut ne pas être de sang royal et faire vraiment la différence. Elle l'a montré en étant accessible, très humaine et en restant très informelle. Et je pense que ce sont des traits de caractère auxquels les Néerlandais ont été sensibles. On constate également dans toute l'Europe cette nouvelle attitude informelle. Par exemple, quand le prince Willem a dit dans une interview l'autre jour qu'il voulait simplement qu'on le traite comme un être humain, je pense que c'est une constante chez la famille royale des Pays-Bas. Ils sont très humains. Willem Alexander s'est-il assagi parce que dans le passé il a été surnommé le prince Pils du nom de la marque de bière en raison de son penchant pour la fête? Oui, il semble avoir changé de comportement et à nouveau grâce à une roturière. Maxima, qui là encore a suscité des protestations et fait l'objet d'enquêtes parlementaires en raison des activités de son père sous la dictature argentine. Et donc là encore, c'est quelqu'un qui n'est pas de sang royal, qui a donné du volontarisme et un nouvel élan à la royauté. Enfin, simplement parce que cette famille n'échappe pas totalement à la controverse, on parle beaucoup des revenus de la famille royale. Le nouveau roi touchera environ 850 000 € par an. Cela semble plutôt excessif en ces temps d'austérité. Oui, quel que soit le montant versé à une famille royale, on considère toujours que c'est excessif. Mais c'est beaucoup moins élevé que ce que touche la couronne britannique, la famille royale la plus populaire d'Europe, mais aussi la plus chère. Ok, voyons quelle est notre prochaine question. Je m'appelle Manuela et je viens d'Espagne. Je voudrais savoir si après tous les scandales qui ont frappé la monarchie espagnole, il peut y avoir réellement une solution. Nous revenons à présent aux énormes scandales de corruption visant la famille royale en Espagne. La question est de savoir s'il y a une issue. Comment cela va-t-il finir ? Je pense que les choses dépendent énormément des décisions de justice. Et le fait que le système judiciaire espagnol avance très lentement signifie que tout cet épisode apparaît au grand jour mois après mois, année après année, dans une période où l'Espagne est vraiment à genoux économiquement. Et c'est de la colère qui se manifeste à l'égard d'Iñaki, le duc de Palma, à l'égard de son comportement, parce que ça donne le sentiment qu'il a détourné de l'argent public pour son usage privé.
Ce qui a beaucoup écorné l'image de la maison royale. Il faut bien sûr respecter la présomption d'innocence. Mais la famille royale a pris beaucoup de distance vis-à-vis d'Iñaki, le mari de la princesse Cristina. Les dés sont-ils jetés? Eh bien, je pense que les dés sont jetés de deux façons. Tout d'abord, quelle que soit l'issue judiciaire, qu'il soit reconnu coupable ou innocent, il est déjà coupable aux yeux de l'opinion publique, parce que les preuves étaient flagrantes. Je suis en ce moment à Barcelone et il y a quelques années, l'infante Cristina et le duc de Palma vivaient relativement modestement, puis il s'est occupé de cet institut, l'Institut Nous. Et tout d'un coup, ils ont eu les moyens de dépenser 6 millions d'euros pour s'acheter un petit palace, comme il a été surnommé. Brièvement, une nouvelle loi sur la transparence telle qu'elle est présentée va bientôt être adoptée en Espagne. La famille royale dans son ensemble a-t-elle du souci à se faire? Eh bien, il y a toujours eu des interrogations sur la façon dont le roi Juan Carlos a constitué sa fortune, parce que souvenez-vous, à son accession au trône, il était relativement sans le sou. Et on s'interroge aujourd'hui sur la somme qu'il a héritée de son père, Don Juan, et sur le fait qu'il ait ou non payé des impôts dessus. Bien sûr, tout ça, quand l'économie est prospère, ça n'intéresse personne. Mais lorsque tout le monde est à 1 euro près, le coût de la monarchie et le sentiment que de l'argent a été détourné alimentent la désillusion à l'égard d'une institution qu'on devrait respecter. Découvrons notre dernière question. Bonjour, je m'appelle Kevin et je viens de Boston aux États-Unis. Les têtes couronnées sont des personnalités publiques. Je me demande comment distinguer leur vie privée de leur responsabilité publique. Qu'en est-il de William et Kate? Le prince William et la duchesse de Cambridge doivent-ils s'attendre à être harcelés par la presse comme l'a été la princesse Diana, en particulier au moment où ils vont devenir parents? Eh bien, vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers mois. Kate Middleton a enlevé le haut lors d'une séance de bronzage dans un château privé du sud de la France. Elle a été prise en photo et ses clichés ont été publiés dans un magazine français et dans plusieurs autres en Scandinavie et en Italie. Ce qui a donné lieu à une action en justice déposée par le prince William. De la même manière, sur l'île Moustique, ils ont été photographiés pendant leurs vacances. Et donc il y a une grande différence entre l'attitude du prince William vis-à-vis des médias et celle de la génération précédente, du prince Charles et de la princesse Diana, qui ont fait peu de recours judiciaires, alors qu'aujourd'hui, le prince William s'appuie sur les lois protégeant la vie privée et sur la Convention européenne des droits de l'homme qui a été imposée à la Grande-Bretagne pour essayer de museler la presse et d'empêcher la publication de photos qui, d'après lui, portent atteinte à sa vie privée. Comment pourront-ils protéger leur bébé, selon vous? Eh bien, ce qui se passe en général, et habituellement ça fonctionne plutôt bien, c'est que de temps en temps, on organise des séances photos pour les enfants des familles royales. Je me souviens avoir assisté à l'une des premières du genre à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le prince William pouvait à peine marcher. Charles et Diana s'étaient assis sur une couverture et jouaient avec lui. Et ensuite ont été publiées quelques-unes des photos les plus ravissantes du prince William. Par la suite, d'autres séances photos ont eu lieu pour leur première rentrée à l'école, etc. Ce qui veut dire que les paparazzis n'ont jamais harcelé les jeunes princes, et j'espère que ce sera pareil pour ce nouveau membre de la famille royale britannique. Pour finir, quel sera son prénom? Vous pariez sur un garçon ou sur une fille? Eh bien, j'espère que ce sera une fille, et Kate l'a laissé entendre, c'est sûr. Et j'espère que l'un des prénoms choisis sera Diana, pour que finalement, Diana devienne reine un jour. Ce ne sera pas son premier prénom. Celui qui a beaucoup plus de chance est Alexandra, si c'est une fille. Andrew Morton, merci beaucoup pour votre éclairage. Vous trouverez le nom de notre prochain invité sur notre site internet. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, nous sommes impatients de les découvrir. C'était Isabelle Kumar depuis le Parlement européen à Bruxelles. Merci de votre attention.